aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui, on va recevoir une invitée. Cette invitée qui n'est autre que ma propre mère. Et donc, on va avoir une discussion, on va comparer le Canada d'il y a 30 ans quand ma mère vivait ici et le Canada avec mes yeux 30 ans plus tard. Donc, sans plus tarder, on va accueillir maman. Donc, maman, si tu peux te présenter, présente-toi, ta fiche, ton CV, tout. Salut à tout le monde. Je suis Biyele Honorine, la mère d'Alexandra. Je, je suis évidemment camerounaise. J'ai refusé de prendre la nationalité canadienne. Je suis arrivée au Canada dans les années 87. J'y suis restée jusqu'en 91. J'étais étudiante à l'Université de Montréal. Et j'ai fait des brillantes études de traduction et d'interprétariat. Et de mon propre chef, j'ai décidé de rentrer au Cameroun dans les années 80, la fin de l'année 91, exactement en octobre 91, je suis rentrée au Cameroun. Elle était née ici, j'étais étudiante, donc en 89 elle naît, pendant que je fais mon stage à Gatineau. Aujourd'hui ça s'appelait Hull à l'époque. Et donc je suis rentrée avec mon bébé de 2 ans et j'ai décidé d'aller retrouver mon pays, mon Cameroun natal, pour apporter toute la science que j'ai acquise au Canada, pour apporter cette expérience canadienne, nord-américaine, parce que pour ne pas oublier de vous le dire, je pars des États-Unis pour le Canada. Donc j'ai fait aux États-Unis 4 ans, et après je suis allée au Canada, je suis arrivée au Canada comme étudiante. Donc en tout et pour tout, en Amérique du Nord, j'ai fait 8 ans. Ok. Et de mon propre chef, j'ai décidé de rentrer, parce que j'étais mariée. Et mon mari, mon époux et moi, nous avons décidé d'aller affronter, le Goliath Cameroun. Et on y est resté. Et donc, ça fait 30 ans que je suis partie du Canada, parce que 89... Non, t'es parti en 91. 91, oui, 91. Donc, enlève 2 ans. Oui, là, j'ai le 32. Ça fait 30 ans, effectivement. Voilà, donc peut-être que ça fait 30 ans que je suis partie du Canada. Et donc, beaucoup de choses ont changé. Je suis revenue. On évidemment. aura justement l'occasion de revenir. Voilà. Je suis une ancienne québécoise, si on peut dire, puisque je vivais dans le Québec. Ok. Et voilà, donc je connais très bien la région, j'aime et je reviens toujours avec beaucoup de plaisir. Ok, donc si tu peux revenir légèrement, qu'est-ce qui a motivé que tu partes des États-Unis pour le Canada? Qu'est-ce qui a fait que tu décides de quitter les États-Unis? Ou tu t'avais vécu combien de temps aux États-Unis? 4 ans? 4 ans, Ok. à Washington, dans le Washington area. J'étais une brillante étudiante, je peux le dire. J'étais à Georgetown U. J'ai commencé mes études d'interprétariat et traduction en Amérique. Et parce que le Canada a quelque chose de formidable, la double culture canadienne, en fait bilingue du Canada avait quelque chose de commun avec le Cameroun. Ok. Donc j'ai voulu faire mes études au Canada parce que non seulement j'avais l'opportunité d'une bourse camerounaise de la présidence de la République, donc j'avais 2 choix, de faire quelque chose qui m'intéressait parce que j'ai toujours aimé le Canada. Okay. À l'âge de 16 ans, mon père a voulu m'envoyer au Canada. Il me disait, dès que tu as ton bac, je t'envoie au Canada, tu iras faire des études de traduction. Et ce projet a dû s'interrompre quand mon père est décédé. Quand mon père a pris sa retraite, parce que mon père prend sa retraite en 78, j'ai 18 ans. 18 ans. Et donc, tous les projets qu'il avait pour moi, envoyer au Canada, c'était pas possible de le faire, étant à la retraite. Donc, j'ai mis ce projet entre guillemets. J'ai fait mes études au Cameroun, j'ai fait des études de droit. Au lieu d'aller maintenant en traduction, faire des études de langue, je suis plutôt allé en droit, pour des raisons personnelles que je ne l'expliquerai pas ici. Mais le goût de la traduction, il est resté dans le corps. Et justement, quand tu parles d'expérience personnelle, c'est pas l'histoire du policier qui t'a giflé qui Exactement. fait que tu... C'est-à-dire qu'à 18 ans, quand j'ai mon bac, je sais que je vais aller faire des études de lettres. Et pendant les vacances cet été-là, je m'apprêtais à aller m'inscrire en fac de lettres et tout. Et puis j'ai eu une bastonnade épique. Un policier m'a giflé, m'a tabassé, m'a raclé, comme on dit au Cameroun. Pendant cet été, j'ai décidé que je mets les langues à côté et je vais entrer à la fac de droit pour pouvoir défendre tous les Camerounais, toutes les personnes qui ont des problèmes avec les policiers. Je voulais régler les comptes avec toute la police du monde. Et c'est comme ça que je vais donc en droit. Et donc je mets de côté ce projet de langue, de traduction que mon père avait déjà nourri pour moi parce que j'étais une élève brillante. J'ai fait le lycée bilingue de Boya. La première cuvée de femmes, des filles de lycée bilingue de Boya en 76, c'était ma cuvée. Donc j'étais vraiment quelqu'un qui était doué pour les langues. Pour ne pas vous cacher, j'étais dans les 17-18 sur 20 des notes de philosophie, de langue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc,
Voilà, J'aimerais revenir, mhm. tu dis que tu pars donc des États-Unis, quand tu viens au Canada, tu as une bourse. Parlant des bourses, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui, les bourses, que peut-être le gouvernement camerounais, est-ce qu'il y a des possibilités de bourse pour les personnes qui veulent partir du Cameroun pour le Canada pour venir étudier, ou c'est quelque chose qui était plus commun à l'époque quand on fait le comparatif 30 ans plus tard? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? C'est pour ça que je dis que le comparatif il y a 30 ans, c'était très beau. Ok. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il n'y a plus de bourse. À l'époque, je suis la dernière vague des boursiers camerounais Que le gouvernement payait, ok. payait, envoyait au Canada. J'étais la dernière vague. Et nous étions 24. Sur les 24, je suis rentré, je sais que nous sommes rentrés que 2 sur 24. Les autres 22 se sont volatilisés dans la nature au Canada et en Amérique. Ok. Et donc, le Cameroun a payé pour leur formation, mais moi, je n'ai pas voulu le faire. J'estimais que j'avais un devoir pour le Cameroun, j'étais boursière de la présidence, je devais rentrer travailler pour mon pays et payer ce que, en fait, rendre à l'État ce que l'État avait fait pour moi. Donc, pour moi, les 4 années d'études que j'ai passées au Canada, qui étaient absolument formidables, pour vous dire, j'avais une bourse de 4000 $ par mois. Tu penses que 4000 $ à l'époque, il y a 30 ans, ça pouvait, enfin, je suis pas sûre que c'est le même 4000 $ aujourd'hui avec la vie qui a, le coût de la vie qui a augmenté, tout ça, mais tu étais à l'aise. Tu veux dire que ton 4000 $. J'étais formidable. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai pu avoir mon enfant. J'ai pu nourrir mon gosse avec mes 4000 $ par mois. Je pouvais avoir mon ordinateur, je pouvais avoir mes encyclopédies, je pouvais aller. En plus, les 4000 $ n'avaient rien à voir avec l'école. L'État payait. C'était pour la vie, c'était ta vie. C'était mon mensuel. D'accord. L'État payait tous les frais de scolarité. J'avais qu'à aller à l'école et à envoyer mes bonnes notes. C'est tout. Voilà. Ok. Bon, maintenant tu arrives donc au Canada. Pourquoi l'Université de Montréal? Pourquoi pas une autre université? Pourquoi l'Université de Montréal? En fait, j'avais 2 choix. Quand je postule, je suis aux États-Unis, je suis à Georgetown U, je suis à l'école de traduction là-bas. Et évidemment, comme nous sommes dans un système unilingue, il n'y a que l'anglais, il me semblait que le Canada était dans le compte par rapport au choix. J'avais la double culture anglaise et française. Donc j'avais le choix, j'ai choisi donc l'Université d'Ottawa et l'Université de Montréal. Donc les deux universités m'ont accepté, mais pour une raison que je ne m'explique pas, peut-être parce que j'avais aussi des cousins, des frères, des amis à Montréal, j'ai choisi de venir à l'Université de Montréal, que je trouvais plus cosmopolite que l'Université d'Ottawa à l'époque. Et donc tu arrives à Montréal en 87, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc est-ce que en août 87 en fait. Est-ce que tu vis la fusillade qui a eu lieu à Polytechnique? Je suis dans la fusillade. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh là Raconte-nous un peu. Je me rappellerai toujours cette soirée-là. Parce que comme j'étais étudiante et que j'avais besoin de pouvoir aller à l'école tous les jours, donc je laissais ma fille, je te laissais en garderie et je te récupérais à 22h chez cette gardienne, cette gentille québécoise qui gardait mon enfant jusqu'à 22h. Donc je partais, parfois il m'arrivait, si j'avais vraiment envie de voir mon enfant dans la journée à une pause, je pouvais venir voir mon bébé et puis je repartais en bibliothèque. Okay. Donc ce jour, je me rappellerai toujours, je ne sais pas si c'était décembre ou janvier, mais je sais qu'il faisait extrêmement froid. Quand il y a eu, bon j'étais à la bibliothèque à l'Université de Montréal, en contrebas, Polytechnique un peu plus haut, nous avons entendu des coups de feu, en fait, des gens qui couraient. Parce qu'il y avait, je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, il y avait une espèce de couloir. Dans le métro, ça existe toujours. Qui partait de l'Université de Montréal, de ma faculté à moi, pour aller vers Polytech et tout. Exactement. Et donc, des étudiants qui partaient de Polytech en larmes, en criant, ils criaient qu'il y a quelqu'un qui est en train de tuer les gens. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Je me rappelle, je me disais, je sors et je suis morte. Et je perds mon enfant, enfin je ne pourrais plus voir mon enfant, ou je reste calfeutrée sous les tables, qu'est-ce que je fais? Je crois que la première réaction a été de partir, d'essayer de sortir de là. Donc, mais on nous a demandé de rester calme, d'attendre, de voir de quel côté venait le drame. On ne savait pas trop si c'était exactement dans notre faculté, on ne pouvait pas dire. Si jamais je retrouve, je vais essayer de mettre des clips de la fusillade. Bonsoir, un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. On ne sait pas encore avec certitude s'il y a des morts. Chose certaine, il y a plusieurs blessés. Alors Roger, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a des morts? Combien de blessés? Qu'est-ce qu'on sait? Il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25.
Un homme, semble-t-il, armé d'on ne sait quoi, a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école polytechnique. Dans un geste de désespoir, ça a été confirmé un peu avant 18 heures. L'individu se serait suicidé. Mais avant de poser cet acte, il aurait abattu quelques personnes. Le nombre n'est pas confirmé. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de blessés. Il y a au moins 6 personnes qui ont été grièvement atteintes au 2e étage. Il y a des blessés au 5e étage et il y a présentement convergence d'une multitude d'ambulances. Les policiers ont attendu, l'incident étant survenu à 17h25, ils ont attendu jusqu'aux environs de 6h-5 avant d'investir les lieux et d'être certain qu'il n'y avait plus aucun risque. L'escouade tactique a été appelée sur les lieux. On ne connaît rien de l'identité de l'individu. Roger, tout à l'heure, ce serait vraiment des étudiants qui auraient été tués ou blessés? C'est ça. Notre collègue est en route présentement. On aura d'ici la fin de l'émission. Oui, je tremblotante, je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai pu, un bus ou pas, je ne sais plus. Mais je suis rentrée récupérer mon enfant, je suis rentrée toute tremblotante à la maison en me disant que voilà, on vient à l'école et puis maintenant on risque de mourir, quoi. On risque d'être fusillé. Et on apprendra plus tard que c'était un crime plus ou moins féministe. D'accord. Que ce jeune homme avait quelque chose à voir contre les femmes. Et donc, moi, j'étais une femme, j'aurais pu mourir ce soir-là. Donc 30 ans plus tôt tard, déjà, oui, il y avait les déjà mêmes questions féministes se posent déjà, et continuent de se poser. Voilà. Okay. Donc toi, à l'Université de Montréal, tu fais donc des études de traduction, c'est ça, interprétariat. Et qu'est-ce que tu faisais aux États-Unis? C'est la continuité de ce que tu faisais aux États-Unis? En fait, c'est ce que j'ai commencé aux États-Unis. Parce que quand j'arrive aux États-Unis, on est dans les années 85, j'arrive en 85 exactement. J'arrive en 85 aux États-Unis et je viens de Dakar. À Dakar, j'avais fini ma maîtrise de droit et je me disais naïvement que j'allais faire le droit aux États-Unis. Quand j'atterris à JFK, ensuite je prends une correspondance pour Washington, j'arrive et puis j'atterris chez une amie à moi qui m'avait dit, écoute, si tu viens aux États-Unis, je t'héberge. Je t'héberge quelques mois et puis après tu te bats toute seule. Donc j'arrive chez elle. Et puis elle me dit, écoute, je te donne 2 mois chez moi, tu te débrouilles, après tu te débrouilles. Hein. Ici, on n'est pas la mère de quelqu'un, on se bat contre un peu. Hein. Donc tu as 2 mois chez moi, le temps que tu t'accommodes un peu, tu t'acclimates. Et après, donc j'arrive, on est certainement au mois de septembre, octobre et tout, donc ça fait froid. Donc en fait, elle me met à la porte en décembre. Ok. Mais c'était une très bonne expérience parce que si j'étais restée dans ces souliers et tout, je ne serais peut-être pas, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui parce qu'elle m'a dit, tu te bats. Dans les 2 mois qui ont suivi, je me suis battue pour essayer de réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là donc que je rends compte que à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc, quand on parle de ce qu'il y avait avant, il n'y avait pas. Donc, il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet. Donc, il fallait faire des démarches de manière physique, en présentiel. Donc, j'essaie de voir, il y a Harvard University, il y avait tellement d'universités, il y avait American University, il y avait une université que tous les Africains fréquentaient à Washington, qui était assez facile à recruter. Donc, je fais le tour et je me rends compte que le droit que j'ai fait en Afrique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Law School, ça n'a rien à voir avec l'école de la faculté de droit que j'ai faite à Dakar. Et puis, donc, je m'appesantis dessus. Donc, ça veut dire que est-ce que tu donnes le conseil à quelqu'un qui a fait du droit au Cameroun, si quelqu'un veut venir faire du droit aux États-Unis ou au Canada, de se recycler? Ou est-ce que c'est mieux que la personne vienne commencer son droit dans ces pays-là? Parce que c'est pas la même chose. C'est même pas une question de choix. Il ne pourra pas. Okay. Parce que les écoles américaines, les universités américaines ont tellement tous ratifié que vous ne pouvez pas faire law school. Law school, c'est élitiste. D'abord, ça coûte cher et c'est très sélectif. Donc, ça dépend de si vous allez à Stanford University, Harvard, ainsi de suite. Rien que les grosses universités, vous ne pouvez pas rentrer facilement parce qu'il y a une cotation. Je veux dire, des notes qu'il faut avoir. Et il y a des choses qu'il faut avoir acquises. Des choses qu'il faut avoir acquises pour pouvoir... intégrer l'école. Oui, pour pouvoir intégrer l'école, l'université en question. Donc, c'était sélectif à l'époque, il y a 30 ans. Maintenant, ça s'est encore stratifié. On peut dire qu'on a même ajouté beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de... il faut dire la vérité, il y a beaucoup de comment dire ça? De réseautage. De réseautage, de racisme et tout. Vous savez que les Noirs et les Chinois, on ne les aime pas beaucoup dans les universités, les grosses universités, Harvard University et tout. C'est très sélectif. On ne va pas vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. Les Chinois, les Africains, parce que vous êtes à Harvard, ça vous fait un carnet d'adresses, ça vous fait un CV, et donc ça vous ouvre certainement forcément les portes. Donc,
plus c'est sélectif à l'entrée, moins vous sortez, quoi. Vous n'allez même jamais sortir parce que vous n'allez jamais entrer. Donc, vous allez simplement aller dans les universités, les community college ou bien les universités qui sont assez permissives, où on peut accepter beaucoup de noirs, les Howard University, ainsi de suite. Mais moi, j'ai eu de la chance d'entrer à l'une des meilleures universités américaines, université blanche, parce qu'il faut bien le dire, les universités à dominance noire, à dominance blanche. Donc, moi, j'ai eu la chance d'entrer à Washington, Georgetown University, qui est une université blanche, parce que c'était l'une des rares écoles, l'une des rares universités qui avait une école de traduction. Ah, d'accord. Et l'école de traduction, c'est un concours. Ok. Quand vous faites le concours, on ne regarde pas la couleur, on regarde les notes. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été sélectionnée et j'ai donc pu entrer à Georgetown University. Sauf que l'école était très chère. C'était 12 000 $ le trimestre. À l'époque. C'est pour ça que moi, je sollicite une bourse camerounaise parce que je ne pouvais pas payer. Je n'arrivais plus à payer. J'ai pu payer un semestre parce que, bon, on pouvait faire part-time. C'était 12 000 $ l'année, mais moi, j'ai payé 6 000 $ pour faire juste un semestre. Okay. Et donc, après, je sentais que je pouvais pas, il fallait faire 3 ans, je n'avais pas pu tenir. Mon père était déjà retraité au Cameroun. Je m'étais débrouillé à arriver aux États-Unis. Donc, par un concours de circonstances aussi, très, on peut dire chanceux. On va recentrer un peu, lui, parce que... Donc, je peux dire que c'était pas, comme hier, enfin, je vais dire 30 ans avant, c'était déjà sélectif. 30 ans plus tard, c'est toujours sélectif, c'est peut-être même encore plus sélectif. Mais c'est à partir de... Là que ça explique dans le choix du Canada, parce que j'avais une bourse. Alors qu'aux États-Unis, je n'avais pas de bourse, je payais moi-même, j'allais à l'école et je travaillais pour pouvoir payer mes études. D'accord. Donc là, tu termines ta formation au Canada en traduction. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire que tu trouves avec tes yeux aujourd'hui? Parce que tu as recommencé à revenir au Canada en 2016, donc pratiquement une trentaine d'années plus tard. Qu'est-ce que, avec tes yeux de maintenant, tu peux me dire, je vais choisir par exemple le domaine, je ne sais pas, social. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'époque que tu te rappelles et que tu trouves que c'est changé? Qu'est-ce que tu trouves que... Si tu fais un comparatif. En fait, un comparatif, j'ai l'impression que le regard du Canadien a changé vis-à-vis de l'Africain. D'accord. Quand nous arrivions il y a 30 ans, c'était quelque chose de formidable. D'ailleurs, le service d'accueil des étudiants étrangers était formidable. On nous accueillait avec des grands. On avait l'impression qu'on n'était pas comme des animaux de cirque, mais qu'on était vraiment attentifs à notre épanouissement. Moi, je suis arrivée au Canada au mois d'août, donc on entrait pratiquement à l'automne. Donc, l'école commence en août. Oui, donc, je suis arrivée. Donc, j'arrive à l'automne et tout, il fait beau, les feuilles tombent et tout. C'était encore plus beau qu'aux États-Unis. J'arrive et puis l'accueil était formidable. Tant pour les enseignants, les étudiants même, les profs à l'école, que tant dans l'organisation du social à l'école. Moi, je me rappelle que nous amenait souvent... Pendant les saisons, hein, l'hiver, on allait faire de la cabane à sucre, on nous amenait faire du ski de fond. C'était l'activité que l'école même vous proposait? Que l'école proposait et c'était gratis, hein, c'était organisé et c'était obligatoire. Enfin, on nous disait il fallait s'intégrer. Parce que pour bien comprendre le Canada, il faut s'intégrer à la mentalité canadienne. Pour comprendre comment fonctionne le Canadien, le Québécois, et ça marche. Parce que pour s'intégrer dans un contexte estudiantin, il faut d'abord s'intégrer en contexte humain, qui est plus global. Donc, c'est ce qu'on a fait. On nous a conciliés avec la société, avec l'environnement. Et ça permettait qu'on s'adapte à nos études, on s'adapte à la façon de comprendre, de réfléchir, d'écouter. D'ailleurs, même le langage, l'accent québécois, il fallait s'y adapter. Et donc, c'était très bien. Moi, je trouve qu'à l'époque, la perception d'autrui, la perception de l'Africain était différente. Quand j'arrive maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de différent. C'est peut-être une perception qui est personnelle, mais c'est ce que j'ai l'impression que j'ai eue depuis que je reviens au Canada depuis 4 ans. En tout cas, du moins, moi, à l'université, je n'ai pas le souvenir qu'on me proposait des activités, la cabane à sucre. Bon, c'est peut-être que c'est ça qu'ils appellent les journées des portes ouvertes, pour que tu ailles tu ailles voir un peu l'école, comment va se présenter, mais dire un service d'accueil. En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai pas eu. S'il y en a dans les commentaires qui sont arrivés, que vous avez eu des services d'accueil de votre école, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Comme par exemple, comment ça s'est passé à l'époque pour une femme qui était enceinte, une étudiante enceinte ici, par exemple? Ouh là là, c'était très bien. Enceinte,
je n'ai même pas senti que j'étais seule. Ok. Parce que, pour vous dire, quand je tombe enceinte, mon mari, il a fini sa scolarité, il a dû rentrer pour commencer un job, un boulot au Cameroun. Donc, je reste avec ma petite fille et je vous assure, l'organisation, la facilitation pour me permettre d'aller à l'école était tout à fait organisée. Les CLC, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours. Oui, toujours. Les CLC s'occupaient d'ailleurs, dès que vous étiez, la première visite, parce que la première visite que j'ai faite, c'était à Sainte-Justine. Sainte-Justine, parce que j'ai habité le quartier et j'étais à l'école À l'Université de Montréal. Donc, c'est tout à fait à côté. Donc, tout était organisé, les visites et tout. Et donc, du coup, on m'a référé à un centre, à un CLC. J'avais une assistante sociale, j'avais tout un bataillon de personnes qui m'ont assisté, même pour faire comment on appelle les séances de préparation à l'accouchement. Ouais. Donc tout a été organisé de telle sorte que je n'avais pas de problème. Et même quand j'étais enceinte, nous avions à l'époque, je ne sais pas si ça se passe toujours aujourd'hui, on nous donnait, chaque semaine j'avais droit à 7 litres de lait. En tout cas, non. 7 litres de lait. Je n'ai pas eu droit, moi. Qu'on déposait devant la porte de mon appartement. Je pense que ça a changé. On avait juste mon adresse et le matin quand je me levais, je trouvais que j'avais mes 7 litres de lait en briques et j'avais, je crois, 4 alvéoles d'œufs. Ok, bon, ça a changé. Je pense que le coût de la vie et puis tout ça, ça a changé. Donc c'était ça jusqu'à l'accouchement. Et à l'accouchement, je ne me suis pas sentie seule, j'ai été accompagnée. Vraiment, c'était ça, il y a 30 ans. Je ne sais pas si c'est toujours pareil aujourd'hui. Non, comme je dis, bon, je ne pense pas aussi que ça va être différent entre les étudiantes et peut-être quelqu'un qui travaille. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu de bouteille de lait ni d'alvéole d'œuf. Je pense que s'il y en a qui sont étudiantes, qui sont enceintes ici, je pense qu'il y en a même qui me parlent. Personne ne m'a jamais raconté ça. Donc, je pense que ça, c'était quelque chose à l'époque que, bon, on n'a pas pu continuer. Hein. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu peux me dire, par exemple, je suppose tu es arrivé au Canada quand on a eu le fait divers, l'affaire Camara. Donc, je vais vous mettre, je vais essayer de vous intégrer ça dans la vidéo pour que vous sachiez de quoi on parle. Il y a un mois, je suis arrivé juste à temps quand c'est arrivé. Oui. Donc, pour faire court, Camara... les porte-paroles du DPCP qui arrivent et qui disent, écoutez, on n'a rien, on n'a pas de matière avec ce qu'on a vu pour maintenir les accusations contre M. Camara. On imagine que lui a passé quand même la semaine en prison, accusé, c'est pas la petite accusation, accusé de tentative de meurtre sur un policier. Finalement, il y aurait eu erreur sur la personne. On va discuter de tout ça avec Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Bonjour, M. Ferland. Bonjour, M. Dumont. Il y a un monsieur qui a été, un noir, qui a été victime de, je dirais, racisme, comment on appelle ça? Comment on peut le délit de faciès. Délit de faciès. Voilà. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire par rapport à cette situation qui prévaut aujourd'hui et l'époque? Est-ce que il y avait déjà des délits de faciès aussi criards que maintenant? Non. D'ailleurs, l'un des choix que nous avons fait, mon époux et moi, de partir des États-Unis pour le Canada, c'était parce que justement le Canada, c'était comme une terre promise. Les États-Unis, nous habitions aux États-Unis, nous étions à Washington, dans le quartier où on habitait dans le Maryland, c'était University Boulevard. On ne passait pas une semaine, une journée où il n'y avait pas de coups de feu. Des coups de feu. Derrière mon appartement, il y avait des descentes de police qui venaient dans les appartements pour attraper des gars qui vendent de la drogue, des dealers, et ainsi de suite. Donc, il y avait souvent tu rentres un matin, tu vois des chiens partout, je ne sais pas ce qu'on cherche. Donc, c'était constamment, comme dans les films américains qu'on voit tous les jours. Ouais. Donc, mais au Canada, c'était pas du tout ça. Il n'y avait pas du tout ça. Je veux dire que la perception du noir, de l'Africain, de l'étranger, c'était différent il y a 30 ans. Moi, quand je suis à Montréal, j'ai comme l'impression que ça a changé le regard. J'ai pas la même impression que je suis à l'aise comme quand j'étais étudiante. J'étais tellement insouciante, c'était tellement beau. On prenait le métro, on allait à Water, on allait faire des courses à Maisonneuve. On avait l'impression d'aller au Café des Arts, on allait à la Place des Arts, on allait au cinéma. C'était pas... Même dans le métro, quand on était dans le métro, on n'avait pas l'impression qu'on vous observait particulièrement. Mais maintenant, quand je suis dans le métro à Montréal, j'ai l'impression que je suis observé, que je suis... Donc, il n'y avait pas ça. Je peux vous dire, il y a 30 ans, c'était pas pareil que maintenant. Moi, je n'ai même pas eu vent de ce qu'un Camerounais ou un Africain d'une nationalité a été interpellé d'une façon aussi peu humaine que ce qui est arrivé à M. Camara. D'accord. Bah, merci. Donc, voilà, on a un peu dressé le tableau
La vidéo est déjà assez longue. Donc, laissez-moi savoir si vous voulez voir d'autres formats comme ça la prochaine fois, qu'on va parler d'autres sujets que vous voulez, vous pouvez proposer. Comme ça, on va encore accueillir maman ici pour partager avec nous. Ou si vous voulez entendre quelques insolites, comme l'histoire du policier qui a frappé ma mère et qui fait qu'elle a dû faire du droit. D'ailleurs, Melvin a eu la même expérience. Oui. Je pense que, bon, tu vois pourquoi je ne voulais pas faire du droit dans ma vie. Donc, on va vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Surtout, activer la cloche de notification. Comme ça va donner l'envie à maman de revenir pour nous parler. Avec plaisir. Donc, voilà. Merci beaucoup, maman, de nous avoir un peu partagé ton expérience. Donc, voilà. On se revoit très bientôt. Bientôt.